Bonjour, bienvenue dans le cadre de cette séance du 2 avril 2020 relative à notre cours l'organisation administrative. Nous avons déjà commencé le chapitre 2, l'administration d'État. Dans ce chapitre, nous sommes en train d'étudier les applications des deux impératifs que nous avons traités dans le cadre du chapitre 1, à savoir l'impératif de la diversité, de l'organisation administrative, et le deuxième impératif, c'est celui de la cohérence et de l'homogénéité, toujours dans le cadre de cette organisation administrative marocaine. Bien. Dans le cadre de la séance précédente, qu'est-ce que nous avons étudié? Nous avons étudié le chef de gouvernement. Et nous avons vu qu'il s'agit d'un organe administratif central représentant le pouvoir exécutif au Maroc. Nous avons vu aussi qu'il s'agit d'un organe qui a acquis une grande importance par rapport à son statut et par rapport aussi à ses compétences, à la lumière de la Constitution de 2011. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de l'organisation du pouvoir exécutif marocain et nous allons continuer d'étudier les composantes du gouvernement marocain. Bien. Dans le cadre du paragraphe 3, on va étudier les ministres. Bien sûr, l'étude de ces ministres nécessite d'abord de cerner leur statut et par la suite leurs compétences dans un premier élément et par la suite de passer à l'étude de l'organisation interne. Mais d'abord, une toute petite question qui se pose. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons l'intitulé du paragraphe, c'est au pluriel, les ministres. Ça veut dire qu'il y a là un renvoi à la diversité. Et comme je vous ai dit dans les séances précédentes, faites attention que les deux impératifs que nous avons étudiés, on va les croiser tout au long de notre cours, dans les prochains chapitres, Inch'Allah. Voilà, les ministres. Déjà là, on a une réponse. C'est que nous avons une diversité des catégories des ministres. On n'a pas un seul type, on n'a pas une seule catégorie. Deuxièmement, on va se poser la question suivante. Pourquoi cette diversité? Et en répondant à cette question, ou bien à notre question, on va essayer de chercher aussi comment la cohérence et l'homogénéité elles sont assurées dans ce cadre. Le statut et les compétences des ministres. Il faut savoir que leur nomination elle est faite sur la proposition du chef du gouvernement, élément que nous avons étudié dans la séance précédente, là où nous avons vu et nous avons mis l'accent, et je l'ai dit et je l'ai répété pour vous à plusieurs reprises, que pour le chef du gouvernement, il s'agit de proposer les noms de son gouvernement, ou bien des membres de son gouvernement au roi. Par voie de conséquence, lorsqu'on va étudier le statut des ministres, la réponse elle est claire. Alors leur nomination elle est faite par le roi sur la proposition du chef du gouvernement. Et il y a là une répartition des compétences parce que le chef du gouvernement il propose, le roi il procède à la nomination. Bien. Il y a la nomination par le roi. Il annonce, bien, il signifie quoi? Il signifie le début de l'exercice. C'est-à-dire que ces ministres, ils vont être en fonction.
c'est-à-dire qu'ils vont commencer à exercer leurs compétences. Et par voie de conséquence, le début de l'exercice des compétences, il y a en parallèle la fin de l'exercice. Et je vous demande de prendre note de cette remarque qu'on va étudier dans le cadre du semestre 3, Inch'Allah, dans le cadre de l'action administrative, dans le cadre de l'exercice de compétences, et bien ce qu'on appelle la compétence matérielle. Bien, le début de l'exercice de compétences, il est aussi accompagné par une autre question. Comment la fin de l'exercice de ces compétences des ministres est-elle prononcée? Ou bien, quelles sont les formes qu'on peut noter dans ce cadre? Alors, elle est faite soit sur initiative du souverain, soit suite à la présentation de leur démission, soit elle est faite sur l'initiative du chef du gouvernement. Et je m'arrête sur ce dernier point pour vous dire et pour revenir sur notre séance précédente, là où nous avons vu que les compétences, ou bien le rôle du chef du gouvernement, il est devenu primordial dans le cadre de la Constitution 2011. Délégué. Pour la première catégorie, nous avons un ministre qui a juste un titre honoraire. Un titre honoraire. C'est un ministre qui ne dispose pas d'un département ministériel, qui ne dispose pas d'un portefeuille ministériel, qui n'est pas chef d'une administration, comme les autres ministres. En conséquence, il n'a pas un pouvoir exécutif. C'est la conséquence normale. Puisqu'il n'est pas chef d'aucun département ministériel, il n'est pas chef d'aucun ministère, par voie de conséquence, il n'a aucun pouvoir exécutif. Il n'a pas de responsabilité ministérielle concernant les décisions du gouvernement. Et là, il y a une phrase qui dit les décisions du gouvernement, même lorsqu'il participe à leur élaboration. Peut-être là qu'on va dire, mais voilà, là, il participe à leur élaboration. Mais il faut faire attention, le terme élaboration ne renvoie pas au pouvoir exécutif. L'élaboration, c'est une étape, alors que dans le cadre du pouvoir exécutif, c'est une autre étape. C'est l'exécution de la décision. Ce qui fait les ministres d'État, ou bien les ministres d'État, qui n'a aucun département ministériel, qui n'est chef d'aucune administration ministérielle, il peut participer à l'élaboration des décisions, mais il n'a pas de pouvoir exécutif comme les autres ministres du gouvernement. La raison de la création de ce poste, comme j'ai dit, c'est un titre honoraire, bien sûr, mais c'est aussi, elle répond à des exigences, elle répond à des considérations des fois politiques. On peut avoir une personnalité qui a acquis une grande expérience dans le cadre de la gestion publique. Et cette personnalité peut présenter des avis, il peut donner le fruit de ses expériences et à la lumière du fruit de ces expériences, on peut élaborer des décisions concernant la gestion publique. Catégorie numéro 2. Les ministres techniques. Les ministres techniques, ou bien les ministres ayant un portefeuille ministériel, ou bien les ministres ayant une responsabilité ministérielle. Alors, les ministres techniques, ce sont des ministres
qui sont tout simplement, avec un langage très simple, qui sont des chefs d'administration. Ce sont des chefs d'administration, bien sûr, ministériels. Ils disposent d'un portefeuille ministériel, d'une responsabilité ministérielle, ce qui implique qu'ils sont responsables de leur département. Et le terme responsable, ça renvoie bien sûr à la responsabilité, comme nous l'avons vu pour le chef du gouvernement, et comme nous allons voir par la suite ses conséquences, ce qui fait dire que les ministres techniques, contrairement à la catégorie précédente, ils disposent d'un département ministériel et des chefs d'un département ministériel. Et la responsabilité, bien sûr, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, la responsabilité, il ne faut pas la concevoir juste en tant qu'un ensemble de prérogatives, un ensemble de privilèges. Non. La responsabilité, ça implique, bien sûr, des conséquences. Ça peut mettre en jeu la responsabilité de ce ministre, la mise en jeu de la responsabilité de ce ministre, que ce soit au sein du gouvernement ou bien face à d'autres instances. Les premiers indices de cette responsabilité, c'est qu'il confère la qualité, bien sûr, à ce ministre technique, de supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique de qui ou bien de quoi? C'est le supérieur hiérarchique dans le cadre de son ministère. Par exemple, le ministère des Finances, ministère de la Santé, on a un ministre qui est le supérieur hiérarchique de l'ensemble du personnel relevant de son ministère. Et bien sûr, le fait d'être un supérieur hiérarchique, ça donne plusieurs pouvoirs dont jouit le ministre. L'exercice de la compétence, ou bien l'exercice des compétences administratives, est accompagné par la possibilité de la délégation des compétences. Le fait de déléguer des compétences, l'exercice des compétences à une autre personne, désignée bien sûr par le ministre. L'exercice, ou bien la délégation des compétences qui est une prérogative conférée au ministre et qui peut la donner à une autre personne de son ministère qui va être désignée, bien sûr. Le ministre, ou bien les ministres techniques, ils exercent leurs compétences administratives par des arrêtés. Et là, c'est une conséquence de leur qualité en tant que chef d'administration. Arrêté, c'est la forme par laquelle chaque ministre technique, il prend, bien, il exerce ses compétences administratives. L'autre conséquence de ce chef d'administration, c'est qu'il peut exercer le pouvoir disciplinaire. Et là, c'est une conséquence de sa qualité en tant que supérieur hiérarchique. Le fait d'être un supérieur hiérarchique, dans le cadre de son administration, c'est-à-dire le ministère, ça lui donne le pouvoir disciplinaire, le droit d'exercer le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir aussi d'administration, bien sûr l'administration de son ministère. Et enfin, celui du contrôle. Le contrôle, bien sûr, au sein de ces ministères. N'oublions pas que nous sommes en train de voir une application de la diversité. Et la diversité, ça implique le respect de l'exercice des compétences par chaque organe administratif. C'est-à-dire, lorsque je dis le pouvoir disciplinaire, le pouvoir d'administration, le pouvoir de contrôle, alors le ministre, il l'exerce dans le cadre de son ministère, pas d'empiètement sur les compétences ou bien sur les compétences de l'autre ministère, bien de l'autre ministre. Bien, nous avons aussi une autre conséquence
c'est qu'elle peut exercer le pouvoir réglementaire. Alors, le pouvoir réglementaire. N'oublions pas que nous sommes en train d'étudier le pouvoir exécutif au Maroc. Alors, ce qui fait qu'il y a ici l'exercice du pouvoir réglementaire, et je vous ai dit, dans le cadre des séances précédentes, qu'il faut faire la différence entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif. Troisième catégorie des ministres, ce sont les ministres délégués. Alors là, comme vous voyez, la terminologie, ça a changé. Dans l'intitulé précédent, nous avons les ministres techniques. Alors, dans son intitulé, bien dans le cadre de cet intitulé, nous avons les ministres délégués. Alors, ce sont des ministres délégués qui ont reçu une délégation auprès du chef du gouvernement ou bien auprès d'un ministre. Alors, nous avons là deux hypothèses, soit des ministres délégués auprès du chef du gouvernement ou bien auprès d'un ministre. Quelles sont les conséquences de cette délégation? Dans les deux hypothèses, bien, les ministres délégués ou bien les ministres délégués, ils exercent des attributions juste partielles relevant du ministre concerné, c'est-à-dire le ministre attaché. Alors, ils exercent des attributions partielles qui relèvent du ministère concerné. Bien sûr, ils ont reçu sur la base d'un texte cette délégation. Ils exercent leurs attributions par voie, bien par un arrêté ministériel qui doit être visé par le chef du gouvernement. Alors, ils exercent leurs compétences, bien leurs attributions, sur la base d'un arrêté ministériel visé par le chef du gouvernement. Nous avons là une toute petite question qui se pose. Alors, nous avons annoncé juste le terme délégation, comme ça, tout court. Il faut bien sûr préciser qu'on peut avoir soit une délégation générale pour signer ou viser, au nom du ministre délégant, tous les actes du service du ministère. Soit ils peuvent recevoir une délégation d'attribution dans les domaines définis dans leur dahir d'nomination. Là, on peut avoir les deux possibilités. Alors là, comme vous pouvez remarquer, nous n'avons pas une seule catégorie des ministères. Nous avons remarqué que nous avons une diversité. Une diversité dans le cadre de l'organisation administrative, bien sûr, qui répond à un impératif fondamental, c'est celui de la spécialité, c'est celui du respect de la compétence matérielle. Parce que dans la compétence, on va voir qu'on a plusieurs types de compétences. La compétence matérielle, la compétence temporelle. D'accord? Voilà. Concernant l'autre point, c'est celui de l'organisation des ministères. Alors, l'organisation des ministères, elle est faite, bien, elle est fixée par décret du chef du gouvernement, sauf celle du ministère des Habous qui est fixée par décret. On peut avoir plusieurs modèles d'organisation ministérielle, ça dépend de la nature, bien de la particularité de chaque ministère. Je ne vais pas dire l'importance. Tous les ministères, ils sont importants. Il faut omettre de faire cette erreur. Il n'y a pas un ministère qui est important et un ministère qui n'est pas important, mais c'est juste qu'il y a la nature des compétences, ou bien du domaine plutôt, le domaine d'intervention de chaque ministère et qui peut nécessiter telle organisation qui va le différencier par rapport à l'organisation d'autres ministères. Bien.
On va passer, dans le cadre de cette section 2, à l'étude des organes locaux de l'administration d'État. Dans le cadre du chapitre 1, nous avons vu comment le système administratif est organisé. Ou bien, comme nous l'avons dit, l'architecture de l'organisation administrative qui est faite sur la base de la concentration, la déconcentration, qui nous forme le pôle de la centralisation administrative. Et nous avons vu le deuxième pôle, c'est celui de la décentralisation. Par ces deux pôles, décentralisation territoriale et décentralisation, bien sûr, technique ou par service. Ce qui fait là, il faut voir, alors dans les séances précédentes, nous avons vu comment la concentration, elle est illustrée à partir du pouvoir exécutif. Alors là, on va voir dans le cadre des organes locaux de l'administration d'État comment la déconcentration administrative est-elle appliquée et est-elle assurée dans le système administratif marocain. Bien. Nous avons l'intitulé de cette section, les organes locaux de l'administration d'État. Remarque numéro 1, c'est qu'il s'agit d'un pôle de l'administration locale, c'est-à-dire que nous avons quitté l'administration centrale. Alors je répète, un pôle de l'administration locale. Le fait de dire qu'il s'agit d'un pôle de l'administration locale, nous avons quitté la concentration administrative. Nous avons quitté l'administration centrale et nous allons étudier l'autre pôle, c'est celui de l'administration locale. Mais figurez-vous, lorsqu'on dit l'administration locale, c'est le prolongement de l'administration concentrée. Figurez-vous, même si on dit qu'il y a là une diversité, mais comme nous l'avons vu, il y a là la cohérence et il y a l'attachement. Il y a le point de liaison entre l'administration concentrée et l'administration déconcentrée. Ce qui fait qu'il ne faut pas faire l'erreur. Lorsque je vous dis, ou bien lorsque vous lisez un pôle de l'administration locale, ça ne veut pas dire que nous avons quitté l'administration concentrée une fois pour toutes, parce que les rapports entre l'administration concentrée et l'administration déconcentrée, ils sont assurés. Alors, revenons maintenant à notre section, les organes locaux de l'administration d'État. Bien sûr, moi j'ai choisi dans le cours, ou bien dans ce cours, avant d'entrer dans ces applications pratiques de ces organes locaux, de voir dans un premier élément la division administrative du royaume. La division administrative du royaume. Comment l'administration marocaine est-elle divisée? Comment elle est organisée? Mais pour comprendre cette division administrative du royaume, il faut d'abord étudier les facteurs de la division administrative. On ne peut pas procéder à une division administrative comme ça. Il y a toujours des facteurs derrière la division administrative. C'est-à-dire, quelles sont les bases, ou bien quels sont les facteurs sur lesquels l'État s'est basé pour diviser le territoire de cette manière, pour diviser l'administration marocaine de cette manière. On a plusieurs facteurs. Nous avons le facteur humain. Nous avons le facteur politique, notamment le souci sécuritaire. Nous avons le facteur démographique. Nous avons le facteur économique. Lorsque je dis l'ensemble de ces facteurs, le Maroc c'est quoi? Le Maroc c'est un ensemble de potentialités humaines, économiques, politiques, démographiques. Ce qui fait, lorsqu'on va procéder
à ces divisions administratives du royaume, il faut prendre en considération l'ensemble de ces facteurs. Pourquoi? La réponse, elle est simple. Pour créer l'homogénéité entre les différentes composantes du territoire marocain. Pour créer l'homogénéité entre l'ensemble des composants du territoire marocain, pour éviter le problème qu'on peut avoir un territoire développé, un territoire sous-développé, un territoire riche, un territoire pauvre. Il faut qu'il y ait, parce que sur ce territoire, on va exercer des compétences. Et pour avoir en fin de compte des politiques publiques fiables, il faut bien sûr avoir l'homogénéité dans l'ensemble de l'action de la gestion publique, ou bien dans l'ensemble de l'action administrative. Un ensemble de régions qui vont constituer par la suite un niveau intermédiaire sur lequel les autorités administratives ils vont exercer leurs compétences. Alors, nous avons cette division, ou bien ce cadre juridique qui nous a donné un ensemble des wilayas, un ensemble des régions, un ensemble des provinces, un ensemble des préfectures, un ensemble des préfectures arrondissements. Alors qu'ils vont constituer par la suite un territoire sur lequel les autorités administratives elles vont exercer leurs compétences administratives. Comment? Alors, la question qui se pose, là, cette division administrative nous a donné une panoplie des, si on peut dire, des territoires. Alors, comment les compétences, la question qui se pose ici, comment les compétences administratives sont-elles exercées et sont-elles respectées dans le cadre de ces territoires? Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir dans les séances prochaines, Inch'Allah.